Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux femmes entrepreneurs. Oui, alors je vous entends déjà râler, c'est pas un sujet, les femmes qui entreprennent et autres, mais quand même, ça reste l'exception. On est bien placé ici pour le savoir. Il n'y a pas assez de jeunes femmes qui viennent nous rendre visite pour parler de leur entreprise. Aujourd'hui, on a de la chance, on a Jade Francine. Bonjour Jade. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer cette émission avec un petit commentaire de l'actualité, comme on aime bien le faire, avec en effet des femmes qui accèdent de plus en plus à des responsabilités importantes. Il faut encore s'en étonner parce que ça devrait ne pas susciter l'étonnement plus que ça, mais ça mérite d'être souligné. Les élections municipales qui viennent d'avoir lieu, 5 femmes qui dirigent les plus grandes villes de France, les 10 plus grandes villes de France, c'est-à-dire une parité parfaite. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'entrepreneur, jeune femme entrepreneur? Moi, je me réjouis clairement de voir un peu plus de diversité dans les représentations politiques, aussi dans le monde de l'entreprise. Je pense que ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais. Et après, moi, notre conviction profonde chez Womentain, c'est que dès qu'il y a de la mixité, au final, tout le monde gagne. En fait, c'est pas du tout les hommes d'un côté ou les femmes de l'autre, c'est juste qu'ensemble, on arrive à construire des choses qui ont peut-être plus de sens. Plus équilibrées, tout simplement. Exactement. On va reparler de Womentain, de votre belle entreprise, tout à l'heure. Mais pour rester sur cette thématique, on a l'impression que les femmes arrivent davantage peut-être à prendre le pouvoir en politique que dans l'entreprise. On le voit à la tête de l'Europe, par exemple. On a une Christine Lagarde, on a la nouvelle présidente Van der Leyen à la Commission, même une Angela Merkel. Est-ce que vous voyez, vous avez une théorie là-dessus? Alors non, je n'ai pas de théorie. Néanmoins, je vois quand même qu'il y a de plus en plus de jeunes femmes qui se lancent, qui sont intéressées. Il y a aussi des formations vraiment à destination des femmes qui existent, notamment The Family a lancé une formation qui s'appelle Gold Up, qui n'est que pour les femmes. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas faite, mais j'en entends beaucoup parler. Je vois qu'en fait, il y a des choses qui se créent, qui sont toutes nouvelles et qui ont du succès, parce qu'en fait, elles continuent. Il y a même des fonds qui se lancent sur cette thématique d'investir dans les entreprises pilotées, dirigées par des jeunes femmes. Jeunes ou pas jeunes, d'ailleurs. Oui, mais il y a eu tout un mouvement. Il y a le mouvement Sista, il y a une charte qui a été signée par les fonds d'investissement. Bon, après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses. C'est un peu comme en politique. Ensuite, on verra ce qu'il en est vraiment dans les faits, puisque finalement, des fonds d'investissement, une fois qu'ils ont eux-mêmes levé de l'argent, il faut quand même le déployer. Il faut quand même trouver des projets oui, c'est pas un critère suffisant. Ça peut être nécessaire, mais pas suffisant. C'est pas parce qu'on est une jeune femme qu'on va vous apporter des millions pour développer n'importe quel projet. Mais ça, vous le voyez quand même. Dans votre génération, vous dites, tiens, il y a de plus en plus d'envie. Et puis, ça s'appelle Business Models. Donc, il y a des rôles models aussi qui s'imposent. Le fait que des femmes aient réussi et montré la voie, finalement, ça inspire d'autres. Clairement. Moi, je me souviens, c'est aussi pour ça que j'ai participé à la construction de Womentain, que j'ai eu envie de rejoindre le monde de l'entrepreneuriat. C'est parce qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et je me suis tout simplement dit, si moi je ne le fais pas, en fait, personne ne le fera. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire. Donc, petit à petit, aussi, je pense que les médias ont vraiment joué un rôle important de mettre en avant des femmes, même si... c'est vrai qu'à un moment, on se disait, bon, encore elle, on la voit tout le temps. Oui, alors après, c'est le danger. C'est-à-dire que vous pouvez servir d'alibi ou d'arbre qui cache la forêt et puis avoir une saturation, finalement, comme elles sont moins nombreuses, comme vous êtes moins nombreuses, voilà, c'est un peu toujours les mêmes têtes. Oui, mais néanmoins, je pense que ça permet donc plutôt à des femmes, des plus jeunes, de s'identifier petit à petit, de voir aussi le chemin parcouru. Donc moi, je trouve ça assez positif. C'était qui, vous, les femmes qui vous ont inspiré alors moi, Business Models. Moi, personnellement, c'est une personne avec qui j'ai travaillé, parce qu'avant, je travaillais en cabinet d'avocat d'affaires. Ouais. Et c'était une cliente. Elle a monté Adidas en Chine. Et d'échanger avec elle, de voir tout son parcours. Donc, elle a monté Adidas en Chine. Après, elle a créé son entreprise qui a très bien marché. Et un jour, je l'ai entendue témoigner. C'était dans une soirée où il n'y avait que des femmes. Et elle est venue témoigner. Et elle a expliqué, moi, je n'ai pas trop l'habitude de parler juste avec des femmes, parce que je suis dans un monde d'hommes. Et de l'entendre,
en fait, c'est ça qui m'a convaincue. C'était un déclic, vous avez ressenti ce jour-là? Je lui ai dit, c'est grâce à vous. Il y a ça, et ensuite, à l'époque également, il y a le livre de Sheryl Sandberg qui est sorti, qui est la numéro 2 de Facebook, où elle expliquait toutes les barrières inconscientes des femmes, comment ça se fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans le monde de la tech, dans le monde de l'entreprise. Et en fait, je pense que c'était un ensemble de choses qui a fait que j'ai eu une prise de conscience. Moi, j'ai une mère aussi qui est très féministe, et qui, toute petite, m'a fait comprendre que le monde de l'entreprise, ce n'était pas un monde pour les femmes. Et petit à petit, ça s'est aligné et ça s'est fait. Et à propos de ces barrières, ça vous les ressentez, vous les avez vécues? Vous dites encore, vous, à titre personnel, il faut que je lutte contre certains stéréotypes? Oui, clairement oui. Alors je sais que parfois il faudrait dire non, mais oui. En fait, on est quand même, quand on a des fonds d'investissement en face de nous, nous n'avons que des hommes. Souvent, quand nous avons des journalistes, nous avons des hommes. Moi, dans mes équipes, j'ai quand même beaucoup d'hommes. Alors, je crois qu'on a 34% de femmes, mais on a quand même beaucoup. Enfin, je suis quand même dans un monde très masculin, et j'en ai conscience en fait. Donc du coup, ça modifie votre comportement. Vous dites, tiens, non, il ne faut pas que je sois la jeune fille bien élevée. Parfois, il faut que je me comporte un peu différemment. Moi, j'ai beaucoup appris avec mes associés, notamment quand on a été levé des fonds. C'était très intéressant parce que quand un fonds faisait une remarque sur votre business model ou je ne sais trop quoi, eux allaient répondre, alors que moi j'avais plutôt tendance à dire ah oui c'est vrai. Donc en fait, j'ai appris qu'on pouvait faire différemment et que ça fonctionnait. À l'inverse, eux aussi ont appris un peu d'humilité parfois, savoir se remettre en question. Donc encore une fois, je pense que c'est une question d'équilibre, de mixité. Et voilà, on y revient finalement, c'est ça la bonne formule sans doute. Et c'est surtout, il y a beaucoup d'études qui ont montré, pour ceux qui sont peut-être encore un peu sceptiques, que quand il y a de la mixité, il y a surtout des meilleurs résultats financiers, donc en termes de marge, etc. Donc c'est ça qui est important. Et à la fin, c'est ça qui compte. Ouais. Oui. Et j'espère aussi, parce qu'il y a quand même tout un mouvement en ce moment sur les personnes de couleur, j'espère qu'après le mouvement sur les femmes, on viendra aussi sur plus de diversité à ce niveau-là. C'est très important. Vous avez raison. Autre combat. Enfin, c'est lié, c'est le même genre de combat, comme vous dites. Merci donc pour cette introduction. On va passer tout de suite au secteur qui est le vôtre, un secteur original, les ascenseurs. Oui, alors c'est un business qu'on utilise tous les jours finalement, enfin la plupart d'entre nous, on a des expériences avec les ascenseurs quasi quotidiennement, et pourtant, en effet, on ne se rend pas compte de ce business. C'est colossal en fait, le business des ascenseurs. Oui, c'est un marché énorme. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, l'ascenseur est un moyen de transport, et c'est le moyen de transport le plus utilisé au monde. Alors là, je crois qu'on fait le plus de kilomètres au monde, c'est le moyen de transport qui nous transporte le plus de personnes. Ouais. Le plus de personnes, c'est le nombre de personnes. Oui, c'est vraiment, c'est le plus important dans tous les pays. Et après, oui, c'est un marché gigantesque, puisque finalement toutes les villes se sont construites autour de ce moyen de transport. Certes, il y a la voiture, mais il y a aussi l'ascenseur. C'est un marché à plus de 35 milliards de dollars, donc c'est vraiment un très très gros marché. Un marché qui est détenu par ce qu'on appelle une oligopole. C'est quelques gros acteurs qui tiennent le 80% du business. Oui, je crois qu'on est un peu moins, on est autour de 70%. Il n'y a pas de chiffre exact, mais en effet, c'est quatre très grosses sociétés. Donc, il y a Otis, il y a Schindler, oui, des Allemands, donc Kone, japonais. Otis, c'est américain. Alors, Otis américain, Schindler est suisse, Thyssen est allemand, Kone finlandais. D'accord. Et en fait, ils ont construit leur position juste parce qu'ils étaient constructeurs et qu'ensuite, ils ont pris en charge la maintenance. Également, la demande était mondiale. Donc, c'est comme ça qu'ils ont pris leur part de marché. Et donc, ils tiennent assez bien à ce marché. Est-ce que pour autant, il y a de l'innovation dans ce business de l'ascenseur? Alors, on va parler de vous, ce que vous proposez, mais en règle générale, ou est-ce que finalement, depuis un siècle, ça n'a pas beaucoup changé? Ça monte et ça descend. Il y a de l'innovation quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'innovation. Il y a beaucoup d'innovation sur les produits, sur vraiment les technologies liées aux ascenseurs. En revanche, il y a eu peut-être un peu moins d'innovation sur ce qui était le service. Après, ça se comprend aussi parce que finalement, c'est des sociétés qui sont implantées et ça fonctionne. Alors après, ça fonctionne, c'est aussi parce que voilà, elles ont une telle taille qu'il y a un peu un manque de choix. Parfois, moi, j'aime bien faire un peu le parallèle avec la banque, c'est que le service, il n'est pas toujours terrible. Oui, parce qu'on n'a pas le choix finalement. Mais au final, c'est comme ça et on accepte, au final, on accepte un peu un service de moindre qualité.
Donc les innovations plutôt sur ce produit, sur les appareils neufs, mais peu sur le service. Or, le service, c'est ça qu'on expérimente tous les jours, aussi bien vous en tant qu'usager que les gestionnaires d'immeubles. Mais il n'y a pas encore eu le Elon Musk de l'ascenseur. C'est-à-dire l'entrepreneur qui se dit tiens, je vais inventer quelque chose d'un peu disruptif, de nouveau. Oui, dans le service. Oui. Mais je parle encore de l'ascenseur avec les poulies et les treuils. Pour le coup, les ascensoristes ont quand même des très très gros départements en recherche et développement sur le neuf, encore une fois. Et voilà, ils font des innovations. Donc on ne les voit pas finalement parce qu'on est toujours dans une boîte, mais il y a des choses qui bougent dans ce business. Enfin, plus ou moins rapidement, parce qu'après, ce qu'il faut regarder, c'est que voilà, à Paris, le parc est existant, il ne va pas bouger du jour au lendemain. Donc c'est quoi la durée de vie d'un ascenseur, par exemple, quand on est dans un immeuble haussmannien, on le change tous les combien ? En fait, il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites pendant toute la vie de l'ascenseur, mais c'est très rare de tout changer côté ascenseur, en fait. Donc, il y a des modernisations, il y a des remises à niveau. C'est par étapes, un peu les pièces détachées. Des étapes, oui, c'est un peu comme un avion, on change les parties exactement. tout le temps. Mais le parc est assez vieillissant, finalement. Je crois qu'à Paris, plus de 40% du parc a plus de 25 ans. Donc, parc assez vieillissant, mais c'est pas grave, parce qu'au final, il y a quand même des améliorations qui sont faites petit à petit. Alors j'entendais dire que le Covid allait pénaliser les immeubles, les IGH, les immeubles de grande hauteur, parce que c'est moins facile d'un point de vue sanitaire. Est-ce que c'est des choses que vous regardez, ça se dire, tiens, peut-être qu'on va moins construire en hauteur Aujourd'hui, je pense ce qu'il faut voir, en tout cas là je parle de la France, c'est quand même on a un parc qui existe. On ne va pas tout remettre en question du jour au lendemain dans le monde de l'immobilier. Il y a eu énormément d'investissements. Oui, avant de mettre toutes les tours à l'horizontale. Franchement, je pense qu'on vous n'y est pas. Non, pas du tout. Si les gens prennent l'escalier, écoutez, c'est très bien, c'est bon pour leur santé et moi ça abîmera moins les pièces détachées. Mais sinon, en vrai, il y a quand même des façons de faire, des façons de vivre. Tout ne va pas changer. C'est pareil, on parle beaucoup du télétravail. Oui, il y a une vague. Les gens n'ont pas eu le choix, en fait. Puis on verra dans quelques mois. Je pense qu'il faut... Que la poussière retombe. Oui, je pense qu'il faut un peu attendre. Bon, Jade, on va parler maintenant de WeMaintain, votre entreprise. Alors, Jade, c'est vrai que c'est assez original de se lancer... sur ce marché de l'ascenseur avec un modèle complètement nouveau. Je sais que vous n'aimez pas le terme, mais c'est quand même ça, c'est de l'ubérisation finalement. Vous avez décidé d'ubériser la maintenance des ascenseurs ? Plus ou moins. Nous, on préfère le terme de plateforme parce que Uber a une connotation extrêmement négative. Donc, je peux vous expliquer. Non, mais là, on est dans une émission qui s'appelle Business Models et on cherche à comprendre les modèles économiques. Et c'est le modèle économique de faire travailler, d'avoir des clients et de faire travailler des indépendants. C'est en cela que c'est un modèle proche d'Uber, même si c'est du B2B. Oui, alors il y a plusieurs aspects. Je pense que le premier, c'est qu'en effet, on est sur du B2B. Donc, c'est quand même, nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas seulement des chauffeurs, mais c'est des gens qui ont des vraies compétences techniques. Donc, vous les trouvez, ça, d'ailleurs ? C'est facile de trouver des techniciens. Enfin, il faut rappeler ce que vous faites, peut-être, pour le début. C'est-à-dire le pitch. Je vous fais le petit pitch. Donc, WeMaintain, donc, on fournit des services de maintenance d'ascenseurs. On le fait un petit peu différemment. C'est que donc, chaque immeuble, copropriété, immeuble de bureau, a un technicien qui est dédié, qui est proche géographiquement et qui est vraiment engagé sur la durée. Donc, il est responsable de la bonne réalisation des prestations. Ce technicien est en effet à son compte, on pourra revenir après dessus. Et l'idée, c'est qu'il capte une très grosse partie du chiffre d'affaires du contrat. Donc quand les techniciens ils sont vraiment pleins en nombre d'ascenseurs, certains vont jusqu'à doubler leurs revenus en net. Donc, voilà. Parce qu'il faut rappeler, donc, ce marché, on le disait, c'est une oligopole avec 4 grands ascensoristes qui, en effet, fournissaient l'ascenseur et puis après, le contrat d'accompagnement et de maintenance. Donc, ils avaient des techniciens salariés. Et vous, l'idée que je suis Bodor, c'est de se dire on va mettre un technicien qui soit multicarte et qui soit responsable plutôt géographique plutôt que d'aller à droite, à gauche, là où il y a des clients. Il y a plusieurs aspects. Il y a en effet la zone géographique pour plus de réactivité. Ça, c'était vraiment une demande des clients. C'est j'ai un problème, je veux quelqu'un qui intervienne rapidement pour venir et pour régler ça. Donc ça, c'est de la densité, donc zone géographique. Ensuite, c'est le côté responsabilisation. C'est vrai que je pense que ce n'est pas du tout lié à l'ascenseur, mais c'est plutôt lié à ces énormes sociétés où il y a énormément d'échelons. C'est qu'au bout d'un moment, plus personne n'est responsable.
le client n'est pas content, mais bon, personne ne prend le truc. Là, en fait, de vraiment responsabiliser le technicien, et c'est une demande des techniciens en disant, moi, c'est mon ascenseur, c'est moi qui gère, c'est moi qui règle tout. Nous, évidemment, WeMaintain, on est en support. S'il faut commander des pièces détachées, s'il faut faire des plus gros travaux, il faut faire des chiffrages complexes, on est là. Mais c'est quand même le technicien qui est responsabilisé à ce que ça se passe bien. Et après, l'autre demande des clients, ça, je pense, c'est l'ère du digital. C'est je veux de l'information, je veux de la transparence, savoir ce qui se passe. Et c'est facile de déloger ces grands acteurs des ascenseurs et de prendre leur contrat de maintenance ? Non, c'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est facile. Ensuite, j'ai de la chance, on a une équipe qui est, je pense, qui est vraiment bonne. Enfin, chacun a vraiment apporté ses compétences, aussi bien techniques sur la partie ascenseur que aussi commercial. Voilà, on a réussi à convaincre beaucoup de grands comptes. Nous, 70% de notre business, c'est des grands comptes de l'immobilier de bureau. Là où ça pouvait être un peu facile, c'est que il y avait une vraie douleur côté client sur voilà, je paye un contrat de maintenance, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai une panne, ça dure des semaines. Et en même temps, il faut faire confiance à un nouvel acteur qui n'est pas forcément avec les reins aussi solides que les grands noms qu'on a cités. Et donc, c'est une prise de risque qui n'est pas toujours simple pour des grands parcs immobiliers qui, on le sait, sont un peu frileux plutôt. Nous, notre premier gros client, ça a été AG2R La Mondiale. Ils nous ont mis sur leur siège social. C'était en avril 2018. Et ils nous ont dit, on vous teste. De toute façon, ça ne peut pas être pire que les autres, très sincèrement. Donc on a testé. On a réduit par 7 le nombre de pannes. Enfin, vraiment, il y a eu un travail de remise à niveau très, très important. Et ensuite, c'était un peu gagnant-gagnant. Ils ont dit, si ça marche bien, on en parlera. Ils l'ont fait. Et petit à petit, on a réussi à convaincre. Ce qui est intéressant sur notre marché, c'est aussi que les douleurs sont les mêmes partout. Tout le temps, la réactivité, l'information. On va voir les images qui présentent votre entreprise que vous avez gentiment apportées. Je vous laisse les commenter. Mais en tout cas, ça montre que vous êtes déjà assez nombreux, plus d'une cinquantaine maintenant. Oui, c'est ça. Plus d'une cinquantaine de salariés. On a continué à embaucher pendant la crise. Donc il y a vraiment deux aspects, je vais commenter un petit peu. Il y a l'aspect terrain, donc technique avec le technicien. Puis ensuite, la moitié de nos salariés, ce sont quand même des gens qui sont des développeurs ou des data scientists. Et l'idée, c'est de les remettre, eux, au centre du jeu en leur apportant les bons outils, le temps de faire leur travail, ce qui n'était pas une mince affaire, parce que c'est vrai que dans le monde de l'ascenseur, il y a une tendance à donner beaucoup d'ascenseurs. Et là, on voit des petits objets parce que c'est des petits boîtiers, c'est dur de commenter dessus, mais c'est de l'IoT, vous introduisez de l'IoT. C'est ça. Donc, du hardware. Du hardware et de la data. On a remis à plat la chaîne de valeur autour du technicien, qui est 75% de la prestation. Et là, on s'est attaqué aux 25% restants, qui est comment fonctionne vraiment l'ascenseur, la data, et apporter ça de façon efficace aux clients. Pour avoir des détections préventives de panne ou des choses comme ça. Il y a plusieurs aspects. Il y a en effet prévenir avant la panne. L'autre aspect, c'est regarder comment fonctionne l'ascenseur pour également anticiper sur les travaux, sur les CAPEX, donc aider nos clients. Donc là, on est plutôt sur l'immobilier de bureau, mais à la prise de décision financière. Et l'autre aspect, c'était permettre aux occupants de mieux utiliser leur immeuble. Donc par exemple, si on a beaucoup de déplacements entre le deuxième et le troisième niveau, on va faire en sorte que l'ascenseur soit disposé au deuxième plutôt qu'au rez-de-chaussée. Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui impactent quand même sur le facture niveau de qualité. À la fin. C'est ça. C'est assez fou, parce qu'on n'imagine pas qu'on pourrait parler des heures de ce marché de l'ascenseur, mais finalement, moi j'en parle tous les jours. Donc mais plus on tire la pelote, plus c'est intéressant. Je reviens à ma question ubérisation, parce qu'en effet c'est facile. Relativement, même si c'est un enjeu pour ces plateformes de covoiturage de trouver des chauffeurs, vous, est-ce qu'il y avait c'est un métier qui se faisait en freelance, aussi en indépendant, le technicien d'ascenseur ? Alors déjà, ils ne sont pas freelance. Ils montent tous leur société. Ils sont indépendants. Ce sont leurs propres patrons. Ils sont leurs propres patrons. Donc, il y en avait qui existaient avant WeMaintain, donc plutôt sur les travaux, pas forcément sur la maintenance, parce qu'il y avait un enjeu au niveau de l'assurance. Nous, on a réussi à régler, notamment avec AXA. Et ensuite, il y avait une vraie demande, parce que finalement, quand on regarde le monde de l'artisanat, le monde du bâtiment, il y a plein de petits patrons, en fait, de gens qui ont leur société. Et dans l'ascenseur, il n'y en avait pas assez à leur goût. Et il y avait vraiment cette demande côté technicien en fait, je veux capter la valeur de mon travail. Je sais que moi, je fais la prestation. Je veux capter la valeur. Je veux être fière face aux clients et non pas me faire engueuler pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Il y a cet aspect-là.
Et les trouver, pour répondre à votre question, au départ, oui, on a dû quand même évangéliser, entre guillemets. Après, on a eu assez rapidement la confiance de certains techniciens. Je pense du fait de l'expertise qu'on avait en interne, aussi bien notre directeur technique que mon associé Benoît Dupont, qui avait passé 10 ans de l'autre côté dans l'industrie. Et en fait, notre proposition de valeur était tellement juste pour eux qu'ils disaient « Moi, je suis un bon technicien, c'est comme le client. Je suis un bon technicien. Si au pire, ça ne marche pas, je retrouve un travail demain. » Bon, en tout cas, vous avez vraiment créé un nouveau business, en partant de zéro. On va voir maintenant, vous, à titre personnel, Jade, ce qui vous inspire. Alors Jade, comment est-ce qu'on devient une femme entrepreneur? On a vu ce qui vous avait inspiré, mais vous n'étiez pas du tout... Sur ce secteur, c'est ça qui est intriguant, parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est pas forcément le secteur spontané auquel va penser une femme entrepreneur. Et encore, en disant ça, c'est sexiste. Je m'en excuse auprès de toutes celles qui nous regardent et de vous. Mais voilà, comment est-ce que vous êtes tombée dedans finalement? Alors moi, c'est un peu par hasard. Comme je vous disais, je travaillais en cabinet d'avocat d'affaires et notre clientèle, donc j'étais à Shanghai, pardon. Notre clientèle, c'était surtout des entrepreneurs dans la tech. Ouais. Donc je les voyais tous monter des business, ça se passait bien. Donc vous disiez un jour, moi aussi, j'aimerais entreprendre. Oui, très clairement. Il manquait l'idée, la rencontre, peut-être, le déclic. C'est ça. Et donc j'avais vraiment en tête le fait de, si je trouve un projet qui m'inspire, j'essaierai de me greffer. Et de l'autre côté, j'avais maintenant mon associé Benoît Dupont, qui lui était chez le major de l'ascenseur et qui voyait finalement tout le digital qui arrivait et qui se disait ça va être très compliqué pour le mettre en application parce que Otis étant leader, c'est compliqué de changer quand on pense que tout se passe bien. Bien sûr. Donc on avait eu beaucoup de discussions et à chaque fois, moi je le challengeais avec du coup une approche pas du tout industrie. Et petit à petit, moi, ce qui m'a convaincue, c'était la proposition de valeur qui était simple, en fait, pour les clients, simple, saine pour les techniciens, et que tout le monde gagnait. Je pense que c'était... Mais ce que je trouve génial dans votre cas, c'est qu'en effet, on pourrait se dire, non, je vais aller sur un métier, quitte à entreprendre, je vais aller sur des territoires plutôt que je connais, peut-être dans le droit ou des choses que j'ai déjà faites. Là, c'est un vrai saut dans l'aventure, une double aventure entrepreneuriale, et puis en plus sur un business qui n'était pas du tout le vôtre. Après, je pense que c'est lié à ma personnalité. Moi, j'ai fait mes études en France. Après, je suis partie en Chine. Je connaissais pas spécialement la Chine. Je me suis mise au chinois. Du coup, c'est... Vous avez envie de défi, en fait. Non, mais j'aime bien ça. Moi, ça me motive. Et c'est vrai que dès que je commence à trop rentrer dans ma zone de confort, et je pense que c'est quelque chose qu'on a chez Womentain, tout le monde dans l'équipe, on commence à dire c'est pas bon. Là, c'est pas bon. Faut qu'on switch, faut qu'on bouge. Alors que vous n'avez que 3 ans. La société, oui, a été créée il y a vraiment 3 ans et on s'est lancé opérationnellement il y a 2 ans et demi. Et déjà, vous ressentez un peu cette routine? Non, enfin, on l'a eu, mais en fait, il y a toujours d'autres projets. C'est ça qui est aussi un peu frustrant, c'est que parfois, on accomplit quelque chose, on l'attend tellement, c'est un peu comme les cadeaux Noël, et puis, enfin, plus maintenant. Et après, on est déjà dans autre chose, mais je pense qu'on a cette adrénaline et ça nous excite. C'est ça votre moteur, en tout cas. Et alors, du coup, vous êtes intéressé à ce business de l'ascenseur, à ce côté un peu technique, ça vous passionne maintenant? Vous en avez fait un vrai dada? Non, enfin pour le coup, c'est pas moi qui vais sur les ascenseurs et qui vais les réparer, hein, je vais pas vous mentir. Ensuite, c'est très intéressant de regarder toute la valeur qui peut être créée autour de l'ascenseur, parce que quand ça fonctionne, personne n'en parle, quand ça fonctionne pas, c'est la grève dans l'immeuble. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet à se dire, en fait, l'utilisation de l'ascenseur dans l'immeuble, dans le monde de l'immobilier, parce que tout ça, c'est construit autour de l'ascenseur. Donc voilà, moi, c'est plus mon approche. Mais après, je laisse vraiment l'aspect purement technique aux techniciens, en fait. C'est ça que je trouve génial avec les femmes qui sont dans le business, c'est qu'elles sont beaucoup plus cash que leurs collègues masculins, pour la plupart. Et encore une fois, c'est un peu une généralité, mais c'est ce que j'ai observé dans ma carrière de journaliste. C'est rare d'avoir quelqu'un qui vous dise non à une question que vous posez. Et là, vous êtes capable de dire, est-ce que vous êtes tombée amoureuse des ascenseurs? Non. Et en fait, non, mais je veux le dire. Oui, non, mais c'est génial. Non, mais parce que j'adore ce monde, mais l'ascenseur en tant que tel, oui, j'ai une déformation professionnelle. Dans chaque immeuble, maintenant, je regarde les ascenseurs. Mais non, je ne suis pas amoureuse. Mais en même temps, je crois que je suis amoureuse d'aucun objet, tout simplement. Donc, bon. Vous avez raison, il vaut mieux rester sur les humains. Votre rêve, c'est quoi? Où est-ce que vous voulez aller avec Womentain en tant que femme entrepreneur? C'est une bonne question. Alors,
personnellement, à mon niveau, j'espère qu'il y aura plus de femmes qui se lanceront. Également qu'il y aura plus d'hommes qui feront attention à avoir des équipes mixtes. Nous, on le voit, ça nous apporte énormément au quotidien. Il y a beaucoup de jeunes femmes finalement dans l'équipe aussi, oui, même côté technicien d'ailleurs. Alors, non, côté technicien. Pas beaucoup. Non, côté technicien, c'est vraiment très compliqué. Oui, le monde des développeurs et le monde des techniciens. Mais bon, alors revenons à la question, votre rêve. Mon rêve, donc avoir un impact quand même sur la constitution des sociétés et ensuite changer la façon dont les métiers techniques sont considérés, donner envie à des plus jeunes de se lancer et je pense qu'on continue à conquérir des parts de marché, enfin, à satisfaire nos clients. Aujourd'hui, on a perdu 0 client. Enfin, ils sont tous plutôt contents, j'espère, de tout ce qu'on voit dans nos enquêtes de satisfaction. Et c'est continuer à apporter de la valeur, en fait, sur quelque chose qui semble à première vue assez invisible. Or, c'est indispensable. En tout cas, vous êtes un super business model. Merci de nous avoir rendu visite. Et je pense que vous allez inspirer en effet des nouvelles générations de femmes entrepreneurs qui auront envie d'entreprendre dans d'autres secteurs que ceux qui sont parfois trop attendus comme la mode, les parfums, la cuisine ou autre. Bravo Jade. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis bon vent pour WeMaintain. Merci. Merci à vous tous. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Business Model.